Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre terrifiant voyage dans les antres de la mort et de l'au-delà, tiré de ce bouquin que j'avais envie de partager avec vous. Alors, nous avons vu il y a 2 semaines l'histoire de vampires et de zombies, une façon un peu atroce de mourir, puisque ça suppose du coup une résurrection et une incarnation de nos peurs profondes. Nous avons vu ensuite tout ce qui était cryogénisation, transhumanisme, qui suppose justement une telle peur de la mort que nous souhaitons vivre pour l'éternité dans le même corps. Eh bien, cette semaine, nous allons parler d'une autre mort qui, je pense, doit être bien affreuse, qui est la mort par asphyxie, donc soit par le fait d'être enterré prématurément, et je terminerai cette vidéo pour vous parler de la malédiction d'Ondine. L'enterrement prématuré. Qui n'a jamais eu peur d'être enterré vivant? Dans certaines coutumes, on enterrait les défunts avec une petite clochette et on leur donnait accès grâce à une petite ficelle qui était enterrée avec eux afin de sonner s'ils n'étaient pas complètement morts. Pour ma part, j'avoue que je pencherais pour cette coutume avec ce souhait d'avoir quelque chose pour avertir peut-être les proches si je ne suis pas complètement partie. On a découvert dans des cercueils des traces de griffures, etc. Où on se dit que voilà, il y a eu des personnes qui ont malheureusement été enterrées prématurément. Donc là, en fait, c'est Edgar Allan Poe qui nous en parle, maître du macabre livre L'inhumation prématurée en 1844. Et il affirme sans hésiter que rien n'inspire mieux que la détresse physique et morale que de se sentir enterré vivant. L'oppression insupportable des poumons, le silence qui vous accable, profond et pesant comme une mer. Ces épouvantes jointes à l'idée d'herbes vertes et d'air juste au-dessus, avec le souvenir d'amis chers, portent dans le cœur encore palpitant une terreur insupportable, devant laquelle blêmit et se détourne l'homme le plus déterminé. Voilà ce que vous pourrez retrouver dans l'inhumation prématurée de Monsieur Allan Poe. Il s'est inspiré de ces enterrements prématurés au milieu du 19e, lorsque de nombreux journaux vont rapporter justement des histoires de cadavres qui portent les stigmates d'une tentative d'évasion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, j'ai parlé des griffures à l'intérieur des cercueils. On a aussi constaté des ongles endommagés après l'inhumation. Dans la chute de la maison de Usher en 1839, ce livre décrit l'effondrement mental d'un homme ayant sciemment enterré sa sœur encore vivante. Ok. Celle-ci finit par s'échapper et surgit dans sa chambre durant une tempête surnaturelle, et les voilà tous deux transformés en cadavres. Sympathique comme histoire. On parlait de transhumanisme, de cryogénisation, où je vous demandais un petit peu qui serait prêt finalement à tenter ce genre d'expérience. Et bien là, ouais, c'est une expérience un petit peu extrême, ok. Et dans la barrique d'Amontillado, en 1846, le narrateur emmure son collègue dans une niche avec pierre et ciment après l'avoir entraîné dans des catacombes et enchaîné. Faut se mettre bien avec ses collègues quand même. En tout cas, Edgar Allan Poe nous décrit dans ses bouquins horrifiques, macabres même, des enterrements prématurés et toutes les légendes et toutes les dérives que vous pouvez trouver autour. Et il continue en fait en expliquant que certains de ces récits étaient apocryphes, mais que les morts apparentes n'étaient pas inhabituelles durant les épidémies en raison des enterrements précipités qu'elles impliquaient. On en revient toujours à cette notion d'épidémie, de pandémie, où effectivement, voilà, on prenait peut-être pas le temps de faire le travail qui aurait été fait habituellement, et dans la précipitation, je pense qu'il y a des personnes qui sont passées à la trappe. En 1896, c'est un homme d'affaires, William Tebb, qui a cofondé la London Association for the Prevention of Premature Burial.
Donc comprenez en gros une association londonienne pour la prévention des enterrements prématurés. Donc qui milite pour une réforme des conditions d'enterrement, avec par exemple l'obligation d'attendre le début de la décomposition avant d'enterrer un corps. Je pense que c'est pas idiot. Et toujours au XIXe siècle, des cercueils de sécurité ont été brevetés, censés diminuer les risques d'accidents grâce à des tuyaux pour fournir de l'air et des clochettes pour alerter les passants. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, on le voit dans certains films d'horreur, par exemple. C'était dans La Nonne. Oui, c'est ça. Film d'horreur qui se passait donc en Roumanie. Et on voyait donc un cimetière. Et tous les cercueils étaient reliés à ce genre de petites clochettes. L'enterrement prématuré va désigner aussi l'inhumation intentionnelle comme forme de torture ou d'exécution. Donc là, on parle dans les esprits beaucoup plus torturés. À Rome, par exemple, lorsqu'une Vestale vierge violait son vœu de célibat, elle était enterrée vivante dans une pièce souterraine avec seulement quelques jours de vivre. Un peu cher payé. Les Chinois ont également utilisé cette forme de torture. Et on le voit, il y a eu des cas de centaines de milliers de personnes qui ont été enterrées après les batailles de Champing, donc en 260 avant Jésus-Christ, et de Julu en 207 avant Jésus-Christ. Et plus récemment, des soldats japonais ont enterré des civils chinois vivants lors du massacre de Nanking de 1937 à 1938. Ok, je vais vous montrer un tableau du peintre belge Antoine Wiertz, 1806-1865, qui s'appelle l'inhumation précipitée. Très beau tableau, hein, dit en passant. Où vous pouvez voir justement une personne qui sort de son cercueil, hein, car injustement enterrée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Est-ce que la peur d'être enterré vivant fait partie d'une de vos craintes, ou pas du tout? Ou est-ce que maintenant, ça en fait partie à cause de cette vidéo? Et connaissiez-vous justement toutes ces inhumations prématurées conscientes lors des guerres et des pandémies? Moi, j'ai appris pas mal de choses aussi avec vous aujourd'hui, donc ok. On va continuer dans ce registre de mort. Donc là, c'est pas le fait d'être enterré vivant, c'est le fait de manquer d'air. Et c'est ce qu'on appelle la malédiction d'Ondine, qui est en fait une maladie qui existe réellement. Je vais vous lire ce qu'a écrit Yann Landau. Il écrit « Ah, le sommeil, le doux, le saint sommeil ». C'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se glisser dans son lit et de se laisser aller dans les bras de Morphée, dériver au pays des rêves et lâcher prise, se libérer. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Certaines personnes ont peur de s'endormir, tout simplement parce que leur inconscient pourrait les tuer. C'est la crainte de la malédiction d'Ondine, c'est une pathologie dans laquelle la respiration est possible à l'état conscient, mais elle peut soudainement cesser la nuit dans un état inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, la respiration, qui pour nous fait partie de l'ordre du conscient, c'est-à-dire qu'on a programmé notre corps pour lui dire, voilà, tu dois respirer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi qu'il arrive. Donc vous ne pensez plus à respirer, c'est votre inconscient qui fait le job. Et bien dans le cas de la malédiction d'Ondine, de la maladie d'Ondine, la respiration est consciente, c'est-à-dire que les personnes doivent penser à respirer. Donc évidemment, vous comprenez que en état de sommeil, la personne ne peut pas penser à respirer et peut mourir. On l'appelle le syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale, le SHACC. Donc c'est une maladie génétique rare, heureusement, du système nerveux central. C'est une forme acquise qui peut aussi se développer suite à la lésion du tronc cérébral. En fait, il s'agit de la mutation d'un gène, le PHOX2B, pour ceux que ça intéresse. Et ce gène, en fait, commande la production de protéines impliquées dans le développement des neurones. Donc, moins de protéines, moins de connexions,
on se retrouve avec une lésion au niveau du système nerveux central et du coup on ne respire plus de manière inconsciente. La première utilisation du terme de malédiction d'Ondine date de 1962. Dans un article de recherche décrivant des patients adultes ayant développé la maladie suite à une chirurgie cervicale ou du tronc cérébral. Une trachéoctomie ou une ventilation mécanique sont parfois nécessaires à la survie. C'est en fait faire un trou au niveau de la gorge tout simplement, ou une ventilation mécanique pour justement penser à respirer. Ondine va apparaître aussi dans les écrits de Paraclès. C'est un médecin médiéval suisse-allemand qui parle de lutins très semblables à nous mais habitant dans des mondes voisins inaccessibles à nos sens trop limités. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la malédiction d'Ondine. Il y a aussi une pièce de Jean Giraudoux qui s'appelle Ondine. C'est le chevalier servant Hans qui va tomber amoureux d'Ondine, une nymphe qu'il a rencontrée en forêt, près d'un lac. Donc c'est la version un peu plus poétique. Et Raymond Tallis, un neuroscientifique et poète, a eu ces mots tragiques sur la malédiction d'Ondine. Il nous dit « Nos têtes trafiquent en permanence avec l'atmosphère. Depuis notre premier souffle, qui se transforme vite en hurlement. Jusqu'au dernier, le passage de l'air à travers notre nez et notre bouche est constant. La vie et la respiration vont de pair. » Donc sous-entendu, effectivement, qu'avec cette malédiction, cette maladie congénitale, eh bien, la vie n'est pas forcément acquise pour ces personnes. Donc voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Nous sommes rentrés un petit peu dans certaines malédictions, le fait d'être enterré vivant, le fait de ne peut-être mourir parce que notre inconscient ne sait pas qu'il doit respirer. Voilà quelques informations terrifiantes que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Et pour finir, finalement, vu qu'il me reste un petit peu de temps, nous allons terminer dans cette optique de respiration en vous parlant de la réanimation cardio-pulmonaire. Donc finalement, dans cette vidéo, on va parler de malédiction, mais aussi de maladies et de choses un petit peu plus concrètes. On parle de RCP, donc réanimation cardio-pulmonaire. C'est en fait une technique de soins d'urgence qui est pratiquée pour maintenir une personne en vie, une personne victime d'arrêt cardiaque ou qui respire trop peu ou qui ne respire plus du tout. Ce fameux massage cardiaque. Elle est effectivement effectuée avant l'arrivée des secours. Et en fait, ça comprend la compression thoracique. Donc en fait, c'est des pressions répétées sur la poitrine et une ventilation artificielle, donc avec ou sans matériel qu'on appelle plus communément le bouche à bouche. On peut bien sûr inclure un défibrillateur pour rétablir une pulsation cardiaque normale. Et bien aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Vu qu'on parlait de personnes enterrées vivantes et de problèmes respiratoires, et bien pourquoi pas, dans un but d'information et de prévention, vous parler un petit peu de ce massage cardiaque d'un point de vue historique. En fait, en 1956, le médecin autrichien Peter Safar a mené des expériences pour déterminer si le BAB, le bouche à bouche, qui consiste donc à souffler de l'air dans la bouche de la victime, fournissait suffisamment d'oxygène pour maintenir quelqu'un en vie. Donc il a fait une expérience un peu barbare, puisqu'il a injecté du curare, donc un poison, à 31 volontaires pour les paralyser, pour paralyser en fait plus précisément leurs muscles respiratoires. Donc, en fait, il y a quand même eu des volontaires pour faire ça. Et vous, est-ce que vous auriez été capable de vous porter volontaire pour la science ? Personnellement, non, mais pourquoi pas. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ces volontaires pour qu'on puisse avancer aujourd'hui sur les techniques que l'on connaît. Donc il y a eu 31 valeureux volontaires qui se sont fait paralyser les muscles respiratoires. Le médecin a évidemment surveillé les taux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans leur sang pendant plusieurs heures. Quand même, plusieurs heures. En gonflant leurs poumons avec de l'air soufflé. Et il a pu démontrer que l'oxygénation obtenue par le bouche à bouche était suffisante et valide. Heureusement.
Et sur la base de ces recherches et d'autres médecins connus comme James Elam, Safar a encouragé un fabricant de poupées norvégien à produire, Anne, un mannequin pour l'entraînement de la RCP. Vous savez, ces fameux mannequins, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en tester, je pense oui, quand on fait la journée à l'armée, la journée de recensement. Alors moi, j'ai été SST pendant plusieurs années, donc sauveteur secouriste du travail. Effectivement, on travaillait sur ce genre de mannequin. Et c'est génial parce que du coup, ça met quand même en condition, puisqu'on ne va pas demander à quelqu'un de faire la victime et de lui faire un massage cardiaque, au risque de lui casser des côtes ou de lui faire mal. Donc, effectivement, voilà, à partir de ce moment-là, des poupées, des mannequins, ont vu le jour. Et donc, Safar a écrit un livre en 1957 qui s'appelle l'ABC de la résurrection. Et qui va suggérer une approche combinée dans laquelle le secouriste vérifie les voies aériennes pour faciliter la ventilation. Donc comprenez en fait, quand vous avez une personne qui est en insuffisance respiratoire, on l'allonge, on dégage son cou de cravate, de ses boutons, etc. Au niveau de la ceinture aussi, on dessert toutes les ceintures. Et on va lui pencher la tête bien en arrière pour lui dégager les voies respiratoires. Et on va même aller jusqu'à ouvrir la bouche de la victime pour vérifier qu'il n'y a rien qui puisse gêner la respiration. Ensuite, on va passer à la pratique de la compression thoracique. Donc vous savez, ce fameux massage cardiaque. On va poser ses deux mains au niveau de la poitrine et appuyer en rythme de manière assez rapide. Nous, on prenait la chanson d'Abba pour appuyer en rythme sur la chanson. Alors, après, au niveau des normes, ça change souvent. Nous, on était sur le 32, 30 pulsations et 2 insufflations. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore changé? Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Et donc, ce livre va constituer une base mondiale de la formation de la RCP. Il a ensuite étudié d'autres méthodes de sauvetage, dont l'hypothermie thérapeutique, qui va permettre en fait à une victime en arrêt cardiaque de survivre 2 heures de plus sans dommages cérébraux. Et c'est ce qu'on va appeler la cryogénisation. Donc je vous invite à la dernière vidéo. C'était pour faire un petit peu le lien. Et ça permet justement à la personne de survivre un peu plus longtemps. Parce que vous savez qu'en arrêt cardiaque, le cerveau prend cher et peut causer des lésions. Et plus une personne est en arrêt respiratoire, plus elle risque des lésions sur le très long terme, voire incurables. On parle même de ça dans l'Ancien Testament. Donc là, c'est pour les personnes qui ont cette croyance. Il y a le prophète Élisée qui appose sa bouche sur celle d'un enfant et va le ressusciter. Donc là, on va parler d'une personne qui va ressusciter. D'ailleurs, je vous montre dans la Bible ce qu'on peut trouver. Voilà, donc ça c'est juste après. Il a apposé sa bouche sur celle de l'enfant et l'enfant, vous voyez, revient à la vie. Donc ça, ce que je vous ai montré, c'est un tableau qui a été peint en 1854 par l'artiste russe Pavel Fedorovitch Plezanov, pardon pour l'accent, 1829-1882. Donc ça, c'est dans la Bible où on peut voir ça. Et donc, finalement, on se dit que instinctivement, eh bien, on savait déjà faire. Et en 1767, c'est la Société humaniste hollandaise qui a publié un guide où elle conseillait pour secourir les noyés de les maintenir au chaud et de pratiquer le bouche à bouche et de leur souffler de la fumée de tabac dans le rectum. Ok, alors j'ai pas appris cette technique en secourisme, mais heureusement. Alors je ne vous la conseille peut-être pas forcément. Pour le coup, on va se contenter du bouche à bouche. Mais dites-vous qu'en 1767, eh bien, ça, c'était une technique reconnue. La victime devait être contente. Et il y a eu d'autres méthodes aussi qui ont pu être utiles à l'occasion, comme le fait d'allonger la victime à plat ventre sur une barrique qu'on roulait, ou sur un cheval au trot. Un petit peu barbare aussi. Je sais pas, enfin moi qui suis cavalière, je sais pas si vous connaissez les sensations d'un cheval au trot. Ça peut secouer, ça peut, je pense, en cas d'étouffement, etc. Après, pourquoi pas, parce que finalement, au niveau du rythme cardiaque, etc., le cheval va trotter en rythme et va permettre du coup des compressions au niveau de la cage thoracique.
Donc c'était des méthodes instinctives qui étaient mises en place avec les moyens du bord, mais au moins ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur le point historique. Donc voilà, cette vidéo va s'achever sur tout ce qui est respiration. On a commencé par quelque chose de macabre, on est parti sur quelque chose de scientifique pour terminer sur de la prévention. Donc je pense que cette vidéo est assez complète. Je reviens vers vous très vite pour continuer un petit peu cette série macabre, horrifique, et pour en apprendre un petit peu plus sur la mort, sur l'au-delà, et pour peut-être travailler sur vos peurs par rapport à tous ces sujets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour échanger sur le sujet. Et moi, je vous dis à très très vite et surtout, prenez bien soin de vous.